was wondering, Mr. Carney, would you do the hip flip game with me? Yeah! Will you do the hip flip with me, Nardwuar the Human Serviette? Revue de poutine, Trois-Rivières, au Petit Ramsey. On a un invité spécial aujourd'hui. On s'en va goûter ça avec lui. Ça va être une grosse note, je peux tout vous dire. 7.1. Ah, OK, 7.1. 7.1, c'est quand même bas. Ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, super content de le recevoir. Il est chef du Bloc québécois au fédéral, Yves-François Blanchet. Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup. C'est super cool. Alors, c'est un échantillon de ce que vous pouvez retrouver sur le web en cette campagne électorale. Parce que vous savez qu'au-delà des annonces, au-delà des débats également auxquels les candidats peuvent participer, bien, ils profitent de créateurs de contenu, de plateformes alternatives aussi pour pouvoir se faire connaître d'un public qui est différent. Montrer des fois aussi une facette un peu plus légère, comme vous avez pu voir au début. Alors, c'est le sujet que j'aborde ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont avec nous. Bonjour, vous deux. Bonjour. Alors, ce qui est important de dire, une spécificité en cette campagne, c'est la première campagne depuis le bannissement des nouvelles sur les nouvelles canadiennes, sur les plateformes de Meta. Alors, ça change un peu la donne par rapport à la façon dont les gens peuvent s'informer pendant la campagne. Mais donc, des petits caméos comme ça avec des influenceurs, des créateurs de contenu, ça fait partie d'une stratégie de campagne, Martine? Oui, et puis c'est important parce qu'il faut multiplier les sources d'informations pour aller chercher le plus d'électeurs possible. Et surtout dans un contexte, Geneviève, dans lequel 24 des Canadiens s'informent d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux. Oui, mais sans nouvelles de grands médias, alors c'est là qu'il faut apporter autre chose. Hein? Oui, mais en fait, les grands médias aussi sont présents dans cet univers-là. Et la tranche de 15 à 34 ans, c'est 85 qui s'informent d'abord et avant tout sur les médias. Donc, c'est vrai qu'on retrouve les grands médias sur les TikTok, sur les Instagram de ce monde, mais ça permet aussi de voir un autre côté des électeurs, d'adoucir leur image un peu. On a vu M. Carney qui, dans cette interview, où il parle de ses choix musicaux, il parle de The Clash. Alors, c'est un clash, justement, entre l'image... on le voit rire, il s'amuse. Voilà, là, donc c'est pour montrer d'autres facettes, pour justement aller chercher des électeurs qui peut-être se sentaient moins interpellés par un message particulier, disons, économique ou de politique sociale. Et avec ça, ben, on arrive à les rejoindre. Oui, ça fait partie d'une bonne stratégie, Louis? Bien, je dirais, dans les campagnes, il y a, mettons, 20 ans et plus, il y avait toujours cette idée-là de montrer le politicien dans son milieu naturel, je dirais, comme la personnalité qui... Il y a combien de gens qui vous ont dit Jean Charest est tellement sympathique en personne, Jean Chrétien est tellement sympathique, oui, etc. Ils sont drôles. Ils sont drôles, on rit beaucoup. Mais c'est des personnes intelligentes, des personnes qui ont un discours, etc. Tous ces gens-là qui sont des leaders. Mais comment le montrer? Et là, on allait dans les émissions de variété. Et on allait dans un ad-lib, dans un point J, aujourd'hui, un bonsoir, bonsoir. Mais il y a beaucoup moins d'émissions de variété. Puis ça, pour moi, ça joue le rôle des émissions de variété, c'est-à-dire montrer notre politicien sous un autre jour et toujours en étant un peu dans le contenu. Puis là, je trouve que l'équilibre, on ne l'a pas encore trouvé entre la variété puis le vrai contenu. Puis ça donne des podcasts comme ça, parfois de quelques minutes avec l'espèce de tour hip flip, c'est ça qu'on a vu. Mais ça donne des podcasts aussi d'1h15 de contenu. Et ça, je suis pas certain que... Oui, on a le temps de s'exprimer, mais je ne sais pas si les gens ont le temps de l'écouter. Bien là, il y a ça. Mais comme vous disiez, il y a moins d'émissions de variété maintenant, mais il y a moins de jeunes de 18-24 ans aussi qui écoutent les émissions de variété. Là où ils sont, c'est sur TikTok. Ils suivent des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu qui sont des fois même payés par les partis pour pouvoir faire du matériel et mettre de l'avant certaines choses. Mais justement, on a préparé un petit montage, vous allez voir, de ce qu'on peut retrouver présentement sur les réseaux sociaux. Allô, moi c'est Lambert et je veux te parler de politique. Bon, là c'est là que le monde décroche. Ça y est, on est en élection fédérale et en partenariat avec The Democratic Exchange, je voulais vous partager un message simple mais très important. Votez, c'est facile. Pour les élections fédérales, vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire d'avance. Quoi, vous pouvez si vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est arriver quand vous voulez voter avec au moins 2 preuves d'identité. Est-ce que tu n'as aucune idée pour qui voter aux élections qui s'en viennent? Eh bien, buckle up parce que je t'explique les élections fédérales en langage Gen Z. Moi, j'avais une question pour les gens qui votent pour Pierre Poilievre. En quoi vous pensez qu'il va sauver l'économie, Jean? En quoi vous pensez que ce gars-là est comme le plus expérimenté pour ça, genre? Almost every morning, I look at the polls and I see this map on 338 Canada. Bon,
Fait que là, on a eu tout un florilège, justement. Vous voyez, les premières vidéos, c'était plus des gens qui expliquent le fonctionnement d'une campagne électorale, qui aident à démêler les promesses de tous les partis. Mais il y a aussi des gens qui, de leur propre chef, décident justement d'aller appuyer un candidat et d'essayer de mousser la popularité de quelqu'un. Quelle est la valeur de vidéos comme celle-là pour les partis? Mais d'abord, des vidéos qui expliquent les choses, ça c'est important parce que les médias traditionnels le font, mais encore une fois, on va chercher ceux qui ne suivent pas les médias traditionnels. Donc il y a ça. Et encore mieux quand ce sont des gens qui le font, comme vous le dites, de leur propre chef. Il y a des risques, évidemment, mais tout appui, tout appui peut être bon. On préfère l'avoir que de ne pas l'avoir et d'avoir aussi cette clientèle, entre guillemets, c'est-à-dire plus jeune, parce qu'on le sait, c'est un problème au Canada. Les jeunes, depuis les 3 dernières élections, vont voter moins. Alors, comment les rejoindre? Tous les moyens sont bons pour ça. Oui, bien, c'est plus des politiciens qui sont là. C'est des influenceurs qui décident qu'eux s'intéressent à ça. Puis la qualité du contenu varie. Donc, il y en a... je ne veux pas les analyser un par un. Ça se fond dans la masse de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bien, moi, je trouve ça intéressant que la conversation soit autour des élections. Mais la qualité du contenu varie. Il y en a un là-dedans qui nous explique que le Bloc a fait adopter un projet de loi. A adopté un projet de loi. Alors ça se peut pas, mais c'est pas important pour ce monsieur-là. Donc, on progresse, mais au moins, il y a des enjeux qui sont amenés, puis il y a des réalités aussi qui sont soulevées. Le dernier podcast, par exemple, nous montrait bien que le Québec et la Colombie-Britannique, ensemble, ont moins de députés que l'Ontario. Puis là, ça nous donne une vision. Des fois, au Québec, on a l'impression qu'on est tout de suite après l'Ontario, puis après, il y a les autres provinces. C'est pas tout à fait comme ça qu'au Canada. Donc, et ça, c'est important de voir où on est. Ça donne une perspective. Et ce travail-là, comment on le faisait avant l'arrivée des médias sociaux, bien, on le faisait pas beaucoup. On faisait beaucoup d'animations communautaires, les fameuses assemblées de cuisine. C'est l'équivalent, je dirais, des assemblées de cuisine aujourd'hui, cette conversation-là en ligne. Mais ça vient qu'un risque de désinformation aussi. Et comme vous disiez, pour les partis de s'associer à des créateurs de contenu, il y a toute une recherche qui doit être faite avant de vraiment payer quelqu'un pour dire mousse notre popularité sur les réseaux sociaux, on ne peut pas choisir n'importe qui. Non, mais il y a un travail d'audit qui doit se faire et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est une spécialité. Il y a des agences qui font ça, c'est-à-dire de revoir toutes les publications du passé de chaque individu, de voir aussi leurs valeurs, est-ce que leurs valeurs sont celles du parti. Mais pour les créateurs de contenu qui ne sont pas payés par les partis, c'est une opportunité pour les partis, justement, quand il y a une fausse information, de répondre et de dire, non, voici les faits et d'engager cette conversation. Lui, vous avez utilisé le terme justement de conversation, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on veut, on veut un engagement. Est-ce que, parce qu'on a vu justement pendant la campagne, il y a eu une certaine polémique avec le NPD qui a dû se prendre ses distances d'une influenceuse. Il y avait eu, par rapport à la question de l'Holocauste et la question palestinienne, un dossier qui est très sensible. C'est ce qu'il faut faire le plus rapidement possible dans ce temps-là, tout simplement. On prend ses distances et on en choisit d'autres. Quand l'influenceur est associé au parti, parce que l'idée qu'un parti... Oui, dans ce cas-ci, elle était payée par le parti. C'est ça, paye un influenceur. Moi, je pense que le parti va un petit peu loin parce que les risques, là, je ne sais pas si on mesurait au NPD le risque, là, mais c'est immense là, parce que non seulement la personne, il y a la question des valeurs de cette personne-là. Admettons que ce test-là, on peut le faire, puis on dit, bon, ben, on est aligné dans nos valeurs. On peut aller voir dans son passé. On est aligné dans son passé aussi. Il n'y a pas rien qui dépasse. Mais dans le futur, est-ce que cette personne-là connaît les dossiers? Est-ce parce que ce n'est pas une personne qui est issue du parti politique? Est-ce qu'elle sait exactement de quoi elle parle? Est-ce qu'elle est consciente des susceptibilités politiques? Moi, le seul influenceur que j'accepterais de rémunérer si j'étais dans un parti politique, c'est quelqu'un qui est maintenant influenceur puis qui est issu de mon parti politique. Là, peut-être j'envisagerais de prendre une chance. Sinon, Sinon, je ne pense pas que la rémunération doit être pour représenter le parti, mais doit être pour entretenir une conversation sur l'élection, ça va, sur les enjeux, ça va, mais pas pour le parti. Ouais. On a vu des images, justement, des podcasts. Au tout début, c'était Yves-François Blanchet qui était au podcast de l'humoriste Jer Alain, un ton complètement différent de 5 chefs, une élection, mettons. Jacques Mitzing qui était allé à Tout le monde saillit, encore là, podcast québécois qui porte sur les complexes physiques, donc on est loin de la branche politique. Pierre Poilievre qui était interviewé par Olivier Primo, l'homme d'affaires. Alors, on voit qu'il y a une tendance aux États-Unis aussi pendant la campagne électorale. On en avait parlé de l'importance des balados pour rejoindre les gens, mais comme disait Louis, c'est, bon, encore une fois, une entrevue d'1 heure et demie
qui a vraiment le temps de l'écouter, mais quand même, ça a son importance. Oui, mais une interview d'1 heure et demie, elle sera découpée et les grands médias vont reprendre ces extraits-là. Donc, ce genre d'interview vit à l'extérieur la discussion autour du média principal, mais en même temps, c'est de trouver l'équilibre entre ces nouvelles plateformes qui ont toute leur place, qui sont essentielles, et les médias plus traditionnels. Avec M. Poilievre, c'est particulier parce qu'on sait qu'il a une aversion envers les médias. On sait que les médias ne font pas partie de sa campagne, ni dans son bus, ni dans son avion. Alors, pour lui, il n'a pas le choix aussi de trouver d'autres alternatives. Et c'est comme dans tout, c'est de trouver l'équilibre qu'il faut parce que on ne peut plus... D'abord, on ne peut pas penser que tout le monde regarde les nouvelles tout le temps. Alors, la stratégie, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aller les rejoindre le plus souvent possible, de manière accessible aussi. Et il se trouve que les balados, par exemple, et cette forme médiatique, c'est l'âge d'or des balados. On est encore dans cet âge d'or du balado. Donc, c'est un format qui est extrêmement important. Et puis, dans le cas de M. Primo, c'est pas rien parce que quand on accumule toutes ces plateformes, il a plus d'1 million d'abonnés. Donc, c'est énorme. Oui, mais là, ça pas plusieurs choses à dire là-dessus. Mais M. Carney, lui, je pense que c'est le grand gagnant d'aller dans ces plateformes-là. Chaque fois, on le voit aller, puis on se dit « Ah oui, OK, c'est vrai, il peut sourire, il peut... » Donc, on le découvre. Les autres, on les a vus un peu, beaucoup même, j'irais avant. Donc, ça, c'est une première chose. Puis ensuite, il y a la question de... comment on réglemente ça? M. Primo, là, avec sa poutine, Olivier Primo, il s'est bâti une très grande communauté. Oui. Il ne fait pas de politique normalement. Là, tout d'un coup, il invite les 5 chefs, comme par hasard. M. Poilievre est le premier à répondre. Oui, il dit au début de sa vidéo que c'est Pierre Poilievre qui a accepté en premier. Oui, voilà. Donc, puis il a invité les 5 chefs. Mais il y a quelque chose là, on va voir si les autres acceptent, mais... Il y a quelque chose là qui le rapproche d'un média quand tu as 1 million d'abonnés. Donc, est-ce que c'est bien réglementé? Moi, je mets un gros point d'interrogation. Puis, comment s'est faite cette invitation-là, etc. C'est à voir. Et puis, probablement que pour protéger les influenceurs, pour eux, puis M. Primo l'a vu, c'est important de traiter les partis équitablement. Oui. Mais est-ce que tout le monde va le faire comme ça? Oui. À voir. Alors, on vous a demandé, vous qui êtes de fin lignée des réseaux sociaux et qui avez l'œil pour ça, de choisir justement ce qui a retenu le plus votre attention pour des bonnes ou peut-être des moins bonnes raisons dans les dernières semaines par rapport à cette campagne. Et je vais commencer avec vous, Louis. Vous avez trouvé pour une des publicités, entre autres, que les libéraux, en général, s'en sortaient bien? Les libéraux s'en sortent assez bien. Je trouve que le ton est juste assez... Oh, oui, sur les réseaux sociaux. Bien, d'abord, sur plusieurs réseaux. Deuxièmement, la fréquence de publication. Troisièmement, les attaques envers Pierre Poilievre sont limitées, mais extrêmement ciblées, puis sont ciblées par rapport à l'adversaire de campagne de M. Carney. M. Carney fait campagne contre Donald Trump, alors que M. Poilievre fait campagne contre Justin Trudeau. Ça, c'est un problème. Puis, vous voyez, cette attaque-là, par exemple, des libéraux, c'est de reprendre les propos de Donald Trump, mot à mot, repris par M. Pierre Poilievre. Ouais, ça fait extrêmement mal. Ouais, puis, c'est pas, voilà, c'est pas le thème récurrent de la campagne des libéraux, mais de temps en temps, on fait ça. Puis quand on fait ça, ça fait mal. Martine, une chose que vous avez trouvée efficace, puis c'était tombé dans mon fil également, Jacques Meeting qui avait repris les codes d'une vidéo qu'on voit souvent de gens qui se préparent, qui se maquillent, qui se coiffent, tout ça, qui s'habillent, tout en parlant d'un sujet. Oui, alors c'est Get Ready With Me qui est un phénomène, et ça, c'est assez emblématique du succès de M. Singh à s'adresser à une génération particulière, c'est-à-dire qu'il comprend très bien les codes de la culture de l'Internet. Et ça, c'est une autre preuve. Il explique comment il met son turban, mais en même temps, il nous explique sa vie, comment il a grandi avec son frère. Comment il a grandi, puis souvent, il utilise aussi ces moments plus intimes pour parler d'enjeux, comment est-ce que ça affecte certaines populations. Donc, à ce niveau-là, c'est très réussi. Est-ce que ça va lui donner plus de votes? Moi, je suis intéressée à voir le pourcentage, justement, des 18-34, par exemple, qui vont voter pour le NPD, parce qu'en même temps, c'est un investissement pour le parti. C'est-à-dire que ce sont des électeurs qui vont grandir avec le parti. Il faudra voir si ça marche. J'ai beaucoup aimé ça, et j'ai beaucoup aimé l'efficacité du Parti libéral aussi, qui a pris très, très rapidement, qui a découpé des extraits de l'interview 5 chefs, une élection,
pour les jeudi la semaine dernière. Oui, pour les partager sur différentes plateformes de réseaux sociaux, souvent en sous-titres en anglais, donc pour aller chercher un auditoire anglophone, et des fois aussi avec des sous-titres en français pour ceux qui n'auraient pas regardé l'interview. Et ils ont choisi évidemment des extraits qui renforçaient certains points et qui montraient aussi des contrastes avec M. Poilievre. Et ça, c'était très réussi parce que ça a été fait très, très rapidement. Oui, c'est de capter le momentum aussi qui est vraiment important. Là, en 30 secondes, chacun, il nous reste peu de temps, mais je veux qu'on parle de ce qui a retenu votre attention, peut-être pour de moins bonnes raisons. Louis, vous aviez été surpris, disons, une publicité du Parti conservateur, une voiture, oui, ça, je la cherche vitesse, encore. Une Corvette Z06 pour les amateurs. Donc, et puis, M. Poilievre s'est arrêté en Colombie-Britannique pour faire cette vidéo-là. Avec sa femme, Anaïda. Avec sa femme, Anaïda, qui est très active, elle aussi, sur les réseaux. Hein. Oui, c'est ça. Et là, qui est avec lui dans la voiture. Ils font un genre de course. Enfin, on ne sait pas exactement si c'est une course. C'est une grande vidéo. Ils vont très vite. Où ils vont très vite dans une voiture américaine, puis ils tournent en rond. Et puis là, j'ai essayé de trouver une signification à ça. J'ai cherché au Parti conservateur, j'ai cherché un peu partout, peut-être pour attirer un public je sais pas, d'hommes d'un certain... de pilotes, oui, c'est un public quand même assez restreint, mais d'hommes d'un certain âge, je sais pas, intéressés par ces voitures, je sais pas. Donc, c'est vraiment un mystère, cette vidéo-là. Alors, intéressant. Oui, OK. mais ça fait jaser. Oui. Exactement. Oui, puis on la montre maintenant. Oui. Martine, rapidement aussi, c'est une autre pub du Parti conservateur, Andrew Scheer. Oui, Andrew Scheer. En fait, ça, c'est comme un lapin sorti d'un chapeau parce que c'était absolument inattendu, insoupçonné, qui a été diffusé hier soir. Monsieur Scheer qui se retrouve dans un bar, bière à la main, et il dit il y a 2 leçons dans la vie. Un, il ne faut jamais rappeler son ancien petit ami ou son ancienne petite amie, et 2, il ne faut pas voter pour Mark Carney. Mais c'est extrêmement étrange parce qu'il semble ivre, il est dans un bar, il a une bière. J'ai trouvé cette publicité très étrange. Et en plus, elle a été diffusée un vendredi soir, je ne sais pas. Il se fait texter, hein? L'ami se fait texter par son ancien petit ami qui est le Parti libéral. Et le plan de caméra, j'ai envie de dire recule un peu, tu es trop près, mais j'ai trouvé ça particulier. Et est-ce que Andrew Scheer a une influence encore? La question, elle est là, en fait. Une influence ou peut-être une carrière d'acteur devant lui? Non, il n'y a pas de carrière d'acteur. non. Alors, mais ça, c'est très intéressant. On va la voir circuler, cette publicité. Et sinon, pour les médias plus traditionnels, il y a les débats qui vont avoir lieu cette semaine, en français, en anglais. La présence aussi de Pierre Poilievre et Mark Carney, tout le monde en parle demain soir. Alors, ça, ce sont des tests de communication importants dans les 3 cas. Alors, on va s'en reparler. Martine, Louis, merci beaucoup. Au revoir, bon Bonne semaine. Bonne semaine.